Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walid Nou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur le podcast Projet Libre. Je suis très content, on va continuer la série sur les transports. On en est au 4e épisode et aujourd'hui, on va reprendre un sujet qui a été abordé dans l'épisode 15 de la saison 3 avec Tout au taille. On avait parlé un peu des réglementations européennes et dans la conversation est venu le point d'accès national, sujet très intéressant et donc je me suis permis de contacter le responsable du point d'accès national qui s'appelle Maxime Siret et donc c'est le responsable du produit transport.data.gouv.fr, pardon. Donc, qui est avec moi. Et on va aujourd'hui tous les deux parler du point d'accès national, de ce que c'est, à quoi ça sert, dans quel environnement il intervient, avec qui il interagit. Enfin bref, un grand nombre de questions très intéressantes que je vais pouvoir aborder avec lui. Maxime, écoute, ravi de t'avoir avec moi. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue sur le podcast Projet Libre. J'espère que tout va bien de ton côté. Salut Walid, écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Très content de pouvoir présenter nos produits auprès de ton auditoire. Surtout après ce que tu as fait avec Tuto, j'ai un peu la pression parce que je crois qu'elle est, elle est plutôt calée sur le sujet. Mais ravi de pouvoir présenter le produit aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ah bah cool, on va commencer. Avant de présenter le point d'accès national, je vais te demander de te présenter rapidement. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton background, d'où tu viens et comment est-ce que tu en es venu à découvrir l'open data? Mais écoute, moi j'ai 30 ans, j'ai grandi à Bordeaux, j'ai fait des études d'ingénieur assez classiques. J'aimais bien les transports. J'adorais prendre le tram quand j'étais à Bordeaux. J'ai grandi avec le tram à Bordeaux qui est arrivé en même temps que mon adolescence. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dirigé naturellement par le monde des transports en commun. J'ai commencé chez un opérateur historique, Transdev, pour ceux qui connaissent. Puis après, j'ai eu l'opportunité de travailler pour un géant du numérique, Google Maps, pendant 4 ans et demi. Et malgré ce qu'on pourrait penser sur Google Maps, j'ai eu l'occasion de travailler via Google sur des projets open data, puisque Google Maps intègre beaucoup de données ouvertes. Et c'est à ce titre-là que j'ai ensuite eu l'opportunité de rejoindre le ministère pour travailler directement sur les données ouvertes avec le produit Open Data Transport Data Gouv qu'on va présenter aujourd'hui. Voilà un peu mon background. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet avant déjà une première présentation de ce qu'est le point d'accès national. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le point d'accès national? Dans quel environnement il évolue? Je te laisse la parole. Déjà, de manière très concrète, le point d'accès national, concrètement, c'est un site web. Donc, c'est quelque chose de numérique. Donc, c'est un site internet sur lequel on va pouvoir accéder à des données qui sont initialement de nature nationale, mais évidemment, il y a certaines données qui seront aussi transfrontalières. Et donc, c'est un point d'accès qui est à l'échelle d'un pays et de ses pays voisins, sur lequel on va pouvoir accéder à un grand nombre de données. Il y a des pannes sur chaque thématique, disons. Le PAN en question aujourd'hui, c'est le PAN transport multimodaux, donc transport.data.gouv.fr. Il évolue dans un environnement qui est celui de l'administration. On en reviendra peut-être après, mais c'est historiquement un produit qui a été créé sous le ministère du numérique, enfin la direction interministérielle du numérique, et qui ensuite a été rattaché à son ministère de rattachement, à savoir évidemment le ministère des Transports. Donc c'est évolué dans un écosystème qui est à la base très numérique et qui, au fur et à mesure, se tourne vers des composantes plus métiers, à savoir maintenant le ministère des Transports. Ok. Tu as dit que c'était un des points d'accès nationaux. Est-ce qu'il y a d'autres points d'accès nationaux? Il y a d'autres points d'accès nationaux. Sur la thématique des transports, il y en a principalement deux. Le PAN multimodal qu'on appelle, donc c'est le mien, entre guillemets. Donc c'est le PAN qui regroupe les données de transport multimodaux, donc les bus, les métros, les vélos, le covoiturage, l'autopartage. Et après, il y a un PAN plus routier qui est hébergé sur le site de Bison Futé pour le moment et qui contient les données routières. Donc là, c'est plus tout ce qui est limitation de vitesse, arrêté, sécurité routière, péage, etc. Et après, évidemment, il y a des pannes d'autres thématiques.
Par exemple, il y a la base adresse nationale on pourrait dire que c'est un PAN aussi, mais sur les données d'adresse. Et je pense qu'il y en a encore plein d'autres. Je suis moins expert sur les autres évidemment, mais un PAN, c'est juste en fait un site qui a pour vocation, qui normalement est plutôt neutre et qui est géré au niveau de l'administration, à agréger des données d'une même thématique sur une échelle nationale. On va reparler sur le podcast dans les semaines à venir. J'ai d'autres enregistrements sur le sujet. Si on reprend un peu l'histoire du PAN, donc pour les transports multimodaux, à quelle date on décide, et d'ailleurs qu'est-ce qui fait qu'on décide de créer le PAN, et quel était l'écosystème à l'époque, et qu'est-ce qui fait qu'on décide de créer un point d'accès national? Alors, spoiler, j'étais pas là à l'époque. Je vais parler avec ce que j'ai eu comme mot de ceux qui étaient présents auparavant. Donc, d'ailleurs, ceux qui étaient présents, peut-être qu'ils m'écouteront. Je pense notamment à Ishan. Le PAN a été créé en 2017, 2017-2018. Il y avait deux raisons pour lesquelles il a été créé principalement, je pense. La première raison, elle est juridique. Il y a une réglementation européenne transposée en loi française où cette organisation impose la création de ce PAN. En gros, la centralisation des données de transport sur un même et unique site géré par une administration publique. Ça, c'était la première raison. Et pourquoi il y a cette réglementation-là? C'est parce qu'il y a un constat qui a été fait, c'est que historiquement, il y a deux mondes qui se parlent pas beaucoup. Il y a le monde des producteurs de données. Donc, quand on parle de producteurs de données au PAN, on parle de ceux qui opèrent les réseaux de transport. Par exemple, la RATP, SNCF, ils opèrent des métros, des tramways, des trains, et ils génèrent des horaires de bus, des horaires de métro, etc. Donc, ils génèrent de la donnée. Et d'un autre côté, on a ce qu'on appelle les réutilisateurs. Donc, c'est ceux qui vont être intéressés pour avoir accès à ces données, pour en créer derrière un service particulier à destination des usagers et des voyageurs. Et historiquement, du coup, ces personnes-là, ces personas-là, ils avaient du mal à accéder à cette donnée-là. La donnée, elle était restreinte, pas forcément accessible, souvent payante et souvent de mauvaise qualité. Et donc, le constat a été fait que si on mettait un interlocuteur entre les deux, avec un tampon Marianne, donc un peu de l'État, qui garantit que les données, elles sont à jour, elles sont de qualité et elles sont accessibles en open data et sur le long terme, alors on allait pouvoir attirer plus de réutilisateurs. Et si on allait les attirer plus, derrière, plus de services pourraient être créés. Et si plus de services sont créés, potentiellement plus d'attrait pour la multimodalité pour les Français, et donc plus de décarbonation des transports, qui est in fine le but, disons, final du PAN, c'est de décarboner la mobilité. Donc pour ça, il faut que les Français aient accès à l'information voyageur, et pour ça, il faut que la donnée soit disponible. Et donc le PAN agit un peu, il fait un peu le pont. C'est comme s'il y avait un fleuve, il y avait la rive gauche et la rive droite. Bah, en fait, maintenant il y a le pont, on peut traverser. Bah, c'est un peu ça l'idée du PAN, c'est pour ça que c'était créé historiquement. Ok. Pour le contexte, encore une fois, voir l'épisode avec Tuto. Ouais, Donc, effectivement, on part d'une situation dans laquelle les producteurs et les réutilisateurs se parlent pas beaucoup. Les données qui sont disponibles sont pas forcément complètes ou pas forcément de qualité. Et donc, il est difficile pour les acteurs présents ou les acteurs qui voudraient arriver sur ce marché de proposer des services, quoi. Voilà. exactement. Et donc, la réponse à tout ça, c'est le PAN. Et à l'époque, ces données, elles sont mises avant le PAN, elles sont mises à disposition où? Elles sont mises à disposition par où et par qui, en fait? Bah, en fait, elles sont pas mises à disposition, elles sont hébergées chez chaque producteur, et chaque réutilisateur, chaque chercheur, étudiant, TPE, PME ou grosse boîte qui voudrait avoir accès à ces données-là pour faire un service et innover, et aussi pour mettre en valeur les données du producteur, parce qu'il y a ça aussi, il doit aller contacter individuellement ces détenteurs de données et aller potentiellement contractualiser avec eux pour avoir accès à ces données. Donc, faut potentiellement payer. Ça se fait de manière au cas par cas. Il n'y a pas de généralisation de cet accès-là, ce qui fait que du coup, c'est un frein énorme à l'accès à la donnée. Et ce frein est tellement énorme que du coup, il y a très peu de services qui se créent. Et donc, il y a très peu de valeur ajoutée derrière sur les données qui restent du coup propriétaires des producteurs qui, eux, c'est pas forcément leur métier d'innover avec ces données-là. Eux, c'est faire rouler des bus et, enfin, je caricature, hein, s'ils m'entendent, qu'ils ne se vexent pas, mais c'est ça un peu leur métier à la base. Donc, le but,
c'est justement d'aller créer des services innovants avec ces données-là. Et pour ça, il faut libérer la donnée. Il faut la rendre accessible. OK. Quand il y a la décision de créer, donc ce point d'accès national, quelles sont les étapes qui sont mises en place pour, la création effective de ce point d'accès national? Parce que je suppose que comme c'est une directive européenne, chaque État membre est libre, de créer, son PAN sous la forme qui l'intéresse. Certainement que dans d'autres pays, il y a d'autres, formes qui ont été choisies. Quelles sont les discussions au niveau français? Est-ce que la forme, actuelle qui a été choisie a été comment dire, naturelle? Ou est-ce qu'il y a eu des discussions sur les formes, où l'héberger, comment le faire, et cetera? Ouais, alors là, pareil, j'étais pas là et donc je pourrais pas te répondre précisément, mais effectivement, il y a des formes différentes de PAN, notamment au niveau du financement. Il y a des pays européens qui ont décidé de faire financer le PAN par des acteurs privés. En France, c'est purement public. C'est monofinancé aujourd'hui par le ministère des Transports. Avant, ça l'était par la direction interministérielle du numérique. Et la question, c'est de savoir, est-ce que on fait de ce PAN un hébergeur de données ou un diffuseur, ou les deux? Cette question, on se la pose toujours aujourd'hui. Ce qui s'est décidé et ce qui est toujours le cas après un peu plus de 7 ans d'existence, c'est que le PAN n'héberge quasiment pas de données, mais les diffuse. Donc, c'est-à-dire que les données, elles sont stockées soit chez le producteur, soit chez DataGouv. J'ai pas parlé de ça au départ, mais transport.data.gouv, qui est le nom de la plateforme du PAN, c'est une verticale, si tu veux, de la plateforme plus globale qui est data.gouv. Data.gouv, tu vas trouver plein de verticales, dont le transport. La spécificité juridique en France fait que les producteurs de données doivent, c'est inscrit dans la loi, doivent publier leurs données sur DataGouv. Et donc pour ça, après, transport.datagouv les récupère chez DataGouv et les affiche. Il y a très peu de données qui sont stockées chez nous. Les seules qui sont stockées chez nous, c'est celles que nous, on génère nous-mêmes. Il y en a quelques-unes, on pourra peut-être en parler si tu veux après. Donc les discussions, elles sont faites là-dessus. Est-ce qu'on va aller tout stocker ou est-ce qu'on va plutôt diffuser? Comme le problème il n'était pas sur le stockage, mais sur la diffusion, la décision a été faite de plutôt focaliser les efforts sur comment on diffuse et quels services on va aller apporter en plus en tant que PAN pour aller attirer des utilisateurs et apporter de la valeur à ces données-là. Donc plutôt que de se concentrer sur comment on le stocke, on va plutôt faire comment on diffuse et comment on garantit la donnée, comment on la fiabilise, comment on la met en valeur. Donc le fait de développer ce PAN spécialisé sur les données d'intermodalité quoi, sa forme était naturelle? Puisqu'en fait, c'est qu'une verticale de DataGouv, quoi? Oui, c'est ça. Après, historiquement, c'est pas forcément un terme enfin, multimodal. Le PAN, au départ, il est vraiment une composante purement transport en commun. Évidemment, la mobilité, elle a évolué entre 2017 et 2025. Il y a eu entre-temps, il y a eu beaucoup plus de vélos, des trottinettes, du covoiturage, de l'autopartage. Et donc, le produit a évolué avec la mobilité. Historiquement, c'était des bus, des trams et des métros. On n'a pas les données, il faut les rendre accessibles. On va les diffuser via une plateforme tamponnée Marianne. On va les mettre en valeur et on va essayer d'attirer des usages et créer des services autour de ça. C'était ça un peu le contexte. Est-ce que tu sais comment ça se passe quand, à la DINUM, ils décident justement de lancer ce projet sur le PAN? C'est un projet, interne, ils définissent un chef de projet qui connaît le sujet et c'est parti? Ou enfin, comment ça est-ce que tu sais, parce que tu étais pas là à l'époque, tu m'as dit, mais est-ce que tu sais un peu comment ça se passe, quand, il y a une thématique comme ça qui arrive? Comment ils font, en fait? Ouais, bah, je crois qu'en plus, à ce moment-là, 2017-2018, c'était vraiment le tout début de l'écosystème, d'Inum, je crois qu'elle a dû être impulsée plus ou moins politiquement par le président Macron à l'époque. Et donc, ils ont commencé à ce qu'on appelle lancer des startups d'État. Le but, c'était, alors là, pareil, je suis peut-être pas la dernière personne, parce qu'en 2007, j'étais encore étudiant, mais le but, c'était un petit peu d'aller essayer de innover dans le service public, en essayant d'adresser des problématiques d'intérêt général avec une méthode agile en équipe réduite et interministérielle à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont changé le mot start-up d'État. En fait, effectivement, ils choisissent si tu veux, un chef de projet, chef de produit,
qu'on appelle intrapreneur maintenant. Cet intrapreneur va avoir un petit peu carte blanche de comment faire pour adresser ce problème-là. Et il va devoir défendre un budget, dire OK, il faut que je résolve ça et ça comme problème, il me faut telle ou telle ressource et financement. Et derrière, il va pouvoir composer une équipe qui, historiquement, et encore beaucoup aujourd'hui, est composée de personnes qui sont freelance. Donc, il va aller chercher sur le marché les personnes qui sont compétentes et adéquates pour résoudre ce problème-là et aller essayer d'aller vite en mode produit, une roadmap tous les 6 mois, enfin, éviter un petit peu les projets un peu gros SI du ministère avec des périodes qui vont de 2 à 3 ans, etc. C'était beaucoup plus court-termiste avec plein, je pense, de startups qui n'ont pas prouvé leur marché et qui ont dû fermer au bout de 6 mois ou 12 mois. C'est pour ça que c'était ce qu'on appelle un peu un incubateur d'État. Ce n'est qu'une fois que les startups ont vraiment prouvé leur utilité et trouvé leur marché, qu'elles sont ce qu'on appelle pérennisées. Et une fois qu'elles sont pérennisées, alors on peut décider d'investir durablement de l'argent public sur cette problématique-là parce qu'elle a prouvé qu'elle était utile. Et alors, on la pérennise et on la transfère dans son ministère de rattachement avec comme objectif en plus d'essayer d'infuser cette politique d'approche produit agile dans les ministères qui historiquement sont pas forcément câblés comme ça. C'était ça un petit peu l'approche. Deux questions là-dessus. Quand on t'approche et que tu commences à travailler sur le sujet, tu es freelance ou tu as un contrat, tu deviens contractuel, et la deuxième, derrière, c'est, quelles sont les métriques, quoi? Comment on sait que la startup, elle a atteint les objectifs qu'on lui avait fixés et que ça vaut la peine d'investir et de la transférer vers son ministère de tutelle, quoi? Ouais, première question, moi je suis arrivé du coup je l'ai pas dit en intro, mais je suis arrivé en septembre 2024. Ah oui, c'est récent. Ouais, c'est récent. C'est pour ça que le contexte historique sur le PAN, je l'ai pas à 100%. Et en tout cas, la règle aujourd'hui, c'est que l'intrapreneur d'un service public start-up d'État doit être un agent public. Il est soit fonctionnaire, soit contractuel. Moi, comme j'arrive du privé, je suis contractuel. Donc j'ai une mission, j'ai un CDD de 3 ans au ministère, il peut être renouvelé, etc. Mais je suis pas freelance. L'équipe du PAN, elle est composée aujourd'hui exclusivement de freelance. Bon, c'est un autre sujet, mais moi j'aimerais bien qu'on internalise les compétences. Parce que quand un service est pérennisé, il devrait l'être au sens strict du terme et large, c'est-à-dire que l'équipe se pérennisait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Originellement, en tout cas il y a quelques années, les entrepreneurs étaient peut-être freelance. Je crois qu'aujourd'hui c'est quasiment plus le cas, ou alors c'est très peu commun. C'est plus la doctrine. Et la seconde question, comment on décide de le pérenniser, etc. Ben ça, c'est à l'intrapreneur, quand il crée la startup, de dire, bah, voilà le problème qu'on résout, voilà les objectifs que je me fixe, et là les métriques que je me fixe. Est-ce que vous les validez? Et en fait, quand je dis vous, c'est parce que la méthode d'une startup d'État, c'est qu'elle fonctionne avec des sponsors. Souvent, les sponsors, ce sont l'administration, plusieurs ministères ou plusieurs services dans les ministères. Et il y a ce qu'on appelle un comité d'investissement qui se réunit en général tous les 6 mois. En fait, tous les 6 mois, on va aller rendre des comptes à l'administration qui nous finance en disant voilà ce qu'on a fait depuis 6 mois, voilà ce qu'on compte faire, ce qu'on compte résoudre. Est-ce que oui ou non vous approuvez notre feuille de route pour les 6 prochains mois? Est-ce que oui ou non ce qu'on a fait depuis 6 mois, ça correspond à ce qu'on s'était fixé? Est-ce que ça répond à une politique publique? Et en fonction de ça, des décisions sont prises pour les 6 mois suivants est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on réduit? Est-ce qu'on accélère? Est-ce qu'on ferme? Etc. Et en ce qui concerne le PAN, c'est un peu différent parce que le PAN, il a l'avantage ou l'inconvénient d'être inscrit juridiquement dans la loi française. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de remise en question de l'existence du produit puisque le produit est par définition intégré dans la réglementation. Donc, il faudrait changer la loi pour supprimer le PAN. Ce qui est possible, hein, mais c'est pas la même implication. Par contre, il y a d'autres startups où là, effectivement, on peut décider de fermer une startup d'État avec des métriques qui sont ce qu'on appelle des métriques d'impact. Il faut arriver à prouver que le produit qu'on développe, il répond à un vrai problème des Français et il a un impact sur le quotidien des Français. Ce qui, pour le PAN en l'occurrence, est très compliqué à prouver. Enfin, on n'est pas un produit B2C. La question d'impact et à quoi on sert vraiment, comment moi j'arrive à montrer que grâce au travail que je fais, j'ai X personnes dans la vraie vie qui vont lâcher leur voiture pour aller prendre le bus ou prendre leur vélo.
Et ben, pour remonter la chaîne jusqu'à ça, bah, c'est pas si simple. C'est presque impossible de prouver que j'ai investi X euros, et que grâce à X euros, j'ai économisé Y déplacements en voiture et CO2, etc., etc. Mais pour d'autres produits, c'est beaucoup plus facile. Quand tu étais chez Google Maps, toi, tu as dû voir le pan arriver et qu'est-ce que ça a amélioré aussi pour vous? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, voilà, de comprendre ça, aussi, vu de l'autre côté de la barrière, quoi. Le réutilisateur, qu'est-ce que ça fait? Mais avant qu'on aille, plus loin sur ce sujet-là, j'aimerais comprendre quelles sont, toutes les fonctionnalités, du pan, en fait. Donc là, on a parlé du fait que le pan, il avait, sa fonction première, c'est de mettre à disposition, dans un endroit centralisé, les données de producteurs de données de transport en commun. Est-ce qu'il a d'autres fonctions supplémentaires ou est-ce que c'est vraiment ça son but? Le but premier, c'est effectivement de mettre en relation les producteurs de données avec les réutilisateurs. Pas que transport en commun. Maintenant, on est élargi, comme je te dis, au vélo en libre-service, au trottinette, autopartage, covoiturage, recharge électrique, etc. Donc, on met en relation les producteurs et les réutilisateurs. Et évidemment, cette mise en relation, elle s'accompagne de services ajoutés. Parce que le but, comme je te dis, c'est de pouvoir garantir que la donnée, elle est fiable et elle est de qualité. Donc, nous, notre but, ça va être d'essayer de faire monter en qualité la donnée et de la fiabiliser. Si la donnée elle est fiable et de qualité, alors elle sera lue et utilisée. C'est comme une médiathèque, s'il y a des livres, ben, il faut que le livre soit bien rédigé et qu'il soit bien présenté pour on ait envie de le lire. Comment on fait dans notre cas précis? Pour que les données soient de qualité, on va animer l'écosystème. On va aller participer à des webinaires, interagir avec les producteurs, les former et les former sur les standards de données. Il y a des standards de données qui existent pour que tout le monde parle le même langage. Il faut s'assurer que les données qui soient transmises, elles soient homogènes. Parce que si demain tu mets des données qui sont hétérogènes et que les données de Bordeaux, elles sont différentes en termes de structure que de Paris, Lyon, Angoulême, etc., derrière, un agrégateur de données, il va pas pouvoir aller piocher comme ça si il doit s'adapter un par un à tout producteur. Donc nous, notre but, ça va être d'animer l'écosystème et de faire en sorte que les données soient conformes aux standards. Et donc, on a ce qu'on appelle des validateurs qui vont valider la donnée, qui va être automatiquement transmise chez nous, et ça va afficher un rapport. Et ce rapport va pouvoir permettre d'informer à la fois le producteur et le réutilisateur qui souscrit à la notification que les données qui sont présentes chez nous, elles respectent le standard. Et si elles ne le respectent pas, derrière, nous, on aura un travail de suivi auprès des producteurs pour leur expliquer comment changer leurs données pour qu'elles puissent être conformes. On est les gentils, si tu veux, on a un peu la carotte, on va pas aller leur mettre d'amende, etc., s'ils respectent pas la loi. Par contre, si ils le font pas, et qu'après, moult relances non plus, derrière, nous, on peut envoyer la police, entre guillemets, qui est l'autorité de régulation des transports. Mais nous, on va pas aller mettre d'amende. Mais en tout cas, on a cette fonctionnalité-là. Et après, on en a d'autres. On a des fonctionnalités pour les réutilisateurs, qui, eux, vont pouvoir souscrire à des notifications, à des services pour être prévenus dès qu'un nouveau jeu de données arrive, dès qu'il arrive à expiration, dès que quelqu'un commente sur un jeu de données. Voilà, on a plusieurs services comme ça. On avait aussi avant un convertisseur, on ne l'a plus pour plusieurs raisons. Voilà, on essaie un petit peu d'animer l'écosystème pour que la donnée soit de meilleure qualité et plus disponible. Et après, on a des services annexes, évidemment, de communication, de l'animation de l'écosystème. Et là-dessus, ça peut être plusieurs formes. On a aussi une newsletter. Voilà, le but, c'est évidemment de faire le lien et d'encourager le développement des données. Et pour ça, on pense on est la bonne entité pour le faire. Gestion du changement et animation de la communauté, quoi. Ouais, OK. exactement. Et quand tu parles du validateur, on parle bien d'un programme informatique qui tourne Oui. quand tu ajoutes tes jeux de données qui valident, qui sont conformes à ce que, la qualité de données attendue? Ouais, c'est un algorithme en fait qui va valider. Alors si c'est le jeu des transports, il va valider que c'est au bon format de transport en commun. Si c'est un jeu de données vélo, il va valider que c'est au bon format de vélo, etc., etc. OK, bon, on reviendra sur les formats tout à l'heure. Et là, tu as parlé de la RT. Dans quel écosystème, évolue le PAN? C'est-à-dire le PAN, il interagit, donc on a compris qu'il interagit avec des producteurs, il interagit avec des réutilisateurs.
il interagit avec l'ART. Est-ce qu'il a d'autres acteurs avec qui il interagit? Bon, il interagit avec l'État forcément. Qui sont les gens avec, en large avec qui il intervient le PAN? Principalement avec ceux qui nous envoient les données et les réutilisent. Donc, les producteurs, ça va être soit les opérateurs privés de transport, comme SNCF, RATP, Blablacar, Titi, Zenco, ou ça peut être, et c'est souvent le cas aussi, les régions, qu'on appelle les autorités organisatrices de la mobilité, les AOM. Donc, on est à la fois des entités publiques et privées qui sont, entre guillemets, dans le lot des producteurs. Et après, on a les privés qui vont réutiliser. Là, ça va être l'écosystème, il est très varié. Et d'ailleurs, il a pour vocation à se développer, parce qu'on les connaît pas bien, mais on en parlera après. On a majoritairement et historiquement des gros acteurs, quelques itinéraires comme Google Maps, Transit, Citymapper, Apple Plan. Et après, on a beaucoup de petites entreprises qui ont besoin de données en open data pour faire des services innovants sur lesquels on va essayer d'accompagner aussi leurs usages. Donc, on a beaucoup d'acteurs privés. Et après, au niveau de l'État, effectivement, c'est assez varié. Principalement le ministère des Transports, l'ADINUM, DataGouv et l'ART. Mais on a aussi d'autres acteurs type CEREMA, ADEME, avec qui on échange aussi pour des projets un peu divers et variés. Et quelques aussi associations ou lobbies, que ce soit au niveau américain ou européen. On a des projets de coordination au niveau européen des pannes. Donc on a des échanges aussi avec nos confrères homologues dans des autres pays, des associations comme Mobility Data, qui est une sorte de lobby de la donnée avec qui on échange aussi parce que c'est important de travailler avec eux. En fait, c'est hyper riche, c'est hyper varié. J'avais une slide là-dessus, bon là on est en audio, mais j'avais genre 50 logos quoi, donc c'est assez varié. Est-ce que tu peux en expliquer en 2 mots CEREMA, le CEREMA et l'ADEME, juste pour les personnes qui ne connaîtraient pas? Avant que je te pose la question suivante. Je sais même pas si je suis la bonne personne pour les présenter, mais les SARADEM, ce sont des entités satellites de l'État. Ils ont une satellite de l'État qui permettent un petit peu de faire des analyses et des études environnementales. Le CEREMA, on travaille avec eux principalement sur le sujet de données de transport, puisqu'ils analysent beaucoup de données de transport en France. Ils font aussi ce qu'on appelle la base PASSIM. C'est une base qui permet de lister toutes les autorités organisatrices de la mobilité en France. Nous, on a besoin de savoir sur un territoire donné qui est responsable de la donnée, qui doit la publier, qui est en charge d'opérer le transport. Et ces questions-là, le CEREMA nous aide à y répondre. Et après, l'ADEME, on est moins proche d'eux, mais on a quand même des sujets à faire avec eux. Et là-dessus, ça reste encore sur l'échelle de plus prospective avec eux aujourd'hui. Par contre, le CEREMA, c'est vraiment un acteur avec qui on travaille, notamment les données routières aussi. Il y a pas mal de sujets avec eux en cours, parce que le CEREMA a pas mal d'historique sur les données routières avec les DIR, donc les directions interdépartementales des routes. Le CEREMA agit en tant que AOM, je dirais, sur des sujets d'analyse routière. Et donc, comme ils sont AOM, ils ont besoin de données et d'analyse de données, et donc ils viennent chez nous pour les utiliser. Et inversement, nous, on a besoin d'eux pour compléter les données, donc on échange aussi avec eux largement. Est-ce que, vous êtes, partie prenante d'une manière ou d'une autre dans les groupes de normalisation, tels qu'on discutait avec Tuto? Oui, oui, on est partie prenante du GT7, normalisation des données de transport. Donc effectivement, on est partie prenante de ça. Et également, au niveau européen, il y a un projet qui s'appelle NAPCOR. NAPCOR, c'est National Access Point, donc point d'accès national. CORE, c'est For Coordination in Europe. Donc en gros, c'est le projet de coordination des pannes à l'échelle européenne. Et là-dessus, il y a plusieurs sous-groupes de travail qui réfléchissent à comment mettre en place des normes au niveau européen et qu'elles soient respectées et partagées parmi tous les États membres. Il y a par exemple, le sous-groupe 4.3. Bon, après, c'est très technique, mais effectivement, on travaille aussi à l'échelle européenne, ce qui est hyper intéressant, mais aussi super long, enfin, en termes de temporalité. Et, enfin, c'est pas la même chose qu'au niveau français, évidemment. On a beaucoup plus de latence sur ces sujets-là. Donc, c'est du temps long sur ça. Sur les données qui sont disponibles, et mises à disposition par le point d'accès national, la première question que je me posais, c'était, à qui appartiennent les données qui sont mises à disposition? Et les données, elles sont à qui? Elles sont à l'autorité organisatrice de la mobilité. Donc, souvent, ce sont les régions ou les comités de communes, principalement. Donc, c'est à elles que les données appartiennent.
mais elles délèguent leur service, ce qu'on appelle une DSP, donc une délégation de service public. En majorité, elles délèguent. Sinon, on peut faire ce qu'on appelle en régie. Mais quand elles délèguent, elles vont déléguer leur service à une entreprise privée qui va opérer les transports et qui va générer la donnée. Et après, la donnée va être transmise à l'autorité organisatrice qui va la publier chez nous. Donc, c'est à l'autorité de publier les données. Donc là, en fait, quand on parle de données, on va parler de données plutôt statiques, plutôt déclaratives, ou on va parler de données aussi dynamiques? Oui, c'est une bonne question parce que je l'ai pas précisé en introduction, mais le champ d'application du PAN, ce qu'on appelle les données d'offres. Ok. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas les données ce qu'on appelle de réaliser, mais données d'offres. Donc, c'est à quelle heure passe le bus, combien ça coûte, combien il y a de lignes, mais ça va pas être combien de personnes sont montées dans le bus, combien de lignes ont été enroulées tel jour, etc. Donc, c'est vraiment la donnée d'offre. Ça peut être données en temps réel des bus de telle ligne. Ça doit être même. Ok. Ça doit être les deux. Au sens de l'argumentation, ça doit être les deux. Donc, nous, on couvre le domaine du statique et du temps réel. Est-ce que vous imposez une licence particulière qui permette aux réutilisateurs de réutiliser la donnée? Est-ce que c'est vous qui imposez une licence pour pouvoir déposer ces données sur data.gouv.fr? Ou est-ce que il y a un pool de licences acceptées et c'est l'autorité organisatrice qui définit la licence qu'elle va utiliser? Ouais, effectivement, ça c'est un point sur lequel nous on essaie pas de se battre, mais en tout cas on a une position là-dessus. Effectivement, nous on peut pas imposer la licence. La réglementation n'impose pas de licence spécifique, donc c'est à l'autorité organisatrice de choisir quelle licence elle applique aux données. Et effectivement, selon la licence choisie, l'impact sur la réutilisation de ces données-là va avoir une importance. Donc nous, en tant que PAN, on prône la licence ouverte. Alors il y a plusieurs licences ouvertes, 1.0, 2.0, enfin voilà, en gros c'est la licence ouverte, c'est celle qui est la moins restrictive. C'est-à-dire que Pardon, la licence ouverte pour les données, c'est quoi cette licence? C'est une licence française? C'est une licence... c'est quoi? c'est la licence française, licence ouverte V1.0 ou 2.0. En fait, c'est une licence qui n'impose pas de conditions en échange. C'est-à-dire que tu peux te servir et on ne va pas pouvoir te demander en échange quoi que ce soit. Donc en fait, c'est très peu restrictif. C'est-à-dire que du coup, en montant cette licence-là, on est certain que n'importe quelle entité pourra les donner et ne pourra pas dire ah ben non, je la prends pas parce que sinon j'ai tel ou tel risque. Parce que la licence ouverte, elle ne comporte pas de risque. Par contre, il y a des autorités qui font le choix de mettre d'autres licences, typiquement la licence Open Database License, c'est une licence particulière, ou la licence mobilité, qui, elles, par contre, peuvent imposer, en échange de l'accès à la donnée, un repartage de la donnée. Un repartage selon des conditions qui peuvent être plus ou moins restrictives, et donc plus ou moins handicapantes pour certains personas de réutilisateurs, et donc potentiellement être un frein pour l'accès à la donnée. Donc, par exemple, les gros acteurs comme Google Maps ne vont pas forcément intégrer des données qui sont sous telle ou telle licence parce que derrière, pour eux, ça représenterait un risque en termes de données, on pourrait leur demander en échange des données qui seraient dans le champ d'application bien plus large que ceux pour lesquels les données de base ont été récoltées. Donc, il y a des risques comme ça qui sont considérés par les personnes. Et donc, nous, on essaie de pousser à la licence ouverte, puisque qu'on est convaincu que si la licence est ouverte, les données seront largement partageables. Et donc, on aura de plus en plus d'impact et de réutilisation derrière. Pour les auditrices et les auditeurs qui veulent en savoir plus sur les licences ODBL, on a parlé de ce sujet. Pouvez-vous référer à l'épisode 1 sur Open Food Fact et à l'épisode de présentation de OpenStreetMap. Voilà, vous pouvez en savoir plus en écoutant ces épisodes. Fin de la parenthèse. Donc il y a un sujet de licence. Enfin, voilà, c'était une des questions que je m'étais posée en regardant les différents séminaires sur le PAN. Je me demandais quel moyen, est-ce que vous aviez un moyen quelconque et si c'était de la persuasion, et aussi quels arguments vous mettiez en avant, parce que typiquement, je sais pas, l'argument de dire vos données elles sont accessibles dans Google Maps. Est-ce que c'est un argument recevable pour une autorité organisatrice ou pas? Je sais pas. Voilà. Je peux répondre directement, mais oui, ça l'est. Plus l'autorité organisatrice est petite, moins elle a de ressources
pour aller envoyer ces données aux acteurs tiers. Et donc, pour une autorité organisatrice comme, peu importe, mais une petite autorité organisatrice, le fait de faire l'effort une seule fois, c'est-à-dire de faire l'effort de mettre les données chez nous, si elle met les données en licence ouverte, elle aura la garantie que derrière, les données vont être diffusées partout dans l'écosystème. Et donc, plutôt que d'aller appeler individuellement SNCF Connect, Apple, Google, Transit, Citymapper, etc., elle va le faire une fois chez nous. Et derrière, nous, on va faire ce rôle de diffuseur. Et donc, en termes d'économie et surtout de visibilité, la garantie de la licence ouverte, c'est d'avoir derrière son offre qui est diffusée partout. Si on a une licence plus restrictive, on n'a pas cette garantie-là. Et donc ça, c'est un argument qu'on utilise évidemment souvent pour convaincre les producteurs d'ouvrir leurs données au maximum. Je mettrai un lien pour celles et ceux que ça intéresse, aussi vers un projet assez récent, avec un lien vers des conférences, du FOSDEM sur un projet qui s'appelle Transitious, qui est un service, communautaire qui permet de faire une alternative, un système de routage, open source, assez prometteur, qui, réutilise les données, des différents PAN européens aussi. Je mettrai voilà un lien vers une, conférence du FOSDEM qui explique, tout ça. Je ferme encore une fois la parenthèse. Bah là, on peut reparler des formats. Tout à l'heure, tu as introduit rapidement le fait qu'il y avait différents formats. Qu'est-ce qu'on a comme, format, comme on va dire grand format pour gérer les données de mobilité et lesquels sont, acceptés sur le PAN? Alors, il faut différencier les standards européens des formats industriels. Historiquement, il y a les formats industriels. Pour les transports en commun, le format industriel, celui qui est utilisé par l'industrie au sens large, c'est le GTFS. Donc, GTFS, historiquement, le G, c'est pour Google, parce que c'est Google qui l'a créé. Maintenant, c'est devenu ouvert et c'est open data. C'est vraiment libre d'accès. Le G a été remplacé par General Transit Feed Specification, donc c'est un format de données industriel. Ce n'est pas le format de données qui a été choisi par l'Union européenne pour plusieurs raisons, qui est le format NetEx. Au sens juridique, on a l'obligation, et ça a du sens, de promouvoir les standards européens. Derrière, nous, on est au contact de l'écosystème, on a aussi besoin d'écouter les besoins des producteurs et des industriels. Et donc, notre priorité, ça reste d'avoir de l'impact et, au sens large, de décarboner la mobilité. Donc nous, le PAN, jusqu'à présent, a toujours eu la double approche, faire du mieux qu'il peut pour référencer les formats réglementaires européens et accepter les formats industriels en encourageant l'industrie à basculer vers les formats réglementaires. Parce qu'il y a des intérêts à le faire, au-delà de juste cocher la case légale. Donc nous, on fait les deux. On référence les formats industriels et les standards européens. J'ai mis GTFS, NetEx pour le transport en commun. Ça va être DATEX pour les IRVE. Ça va être le IRVE, c'est quoi? GPFS. IRVE, pardon, c'est infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Donc c'est les bornes de recharge électrique. Format GBFS, donc pour les vélos. Donc là, c'est au lieu de T pour transit, c'est B pour bike. Donc c'est le même type de format, disons, mais pour cartographier l'offre de vélos en libre service. Ensuite, on a des formats un peu plus maison, selon les types de données, où il y a encore besoin, entre guillemets, de normalisation. Je pense notamment aux aménagements cyclables, par exemple, qui sont des formats donnés, ou le parking, qui ne sont pas encore très clairs entre ce qu'on met du NetEx, ce qu'on met du CSV. Donc quand c'est pas très clair, le PAN peut avoir ce rôle-là de participer au groupe de normalisation pour aller établir un schéma. C'est ce qu'a fait par exemple le PAN pour les données de bornes de recharge, qui a créé un schéma franco-français pour le coup, parce qu'au départ c'était pas normalisé au niveau européen. Et ensuite, une fois que ça se normalise au niveau européen, le PAN va tendre vers cette normalisation-là et soit changer carrément le format, soit mettre en place des outils pour convertir les formats d'un format industriel à un format réglementaire. C'est ce qu'a fait par exemple historiquement le PAN sur les transports, où tout le monde envoyait en GTFS alors qu'il fallait du NetEx, et l'industrie n'était pas prête à fournir du NetEx. Donc le PAN a aidé l'industrie
en fournissant un convertisseur GTFS NetEx, qui depuis a été supprimé pour encourager les producteurs à produire nativement en format réglementaire NetEx. Je pense que NetEx, on y reviendra plus en détail dans un épisode futur, mais tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait des avantages à utiliser le NetEx comparé au GTFS. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux expliquer quels avantages il y a qui nécessitent que les producteurs de données changent le format dans lequel ils envoient les données? Ouais, bah déjà, il faut savoir que le format de NetEx n'a pas été créé strictement pour les mêmes cas d'usage que le GTFS. Le GTFS, c'est vraiment un format destiné à l'information voyageur. Le NetEx, c'est un format de données qui permet aux opérateurs de transport de mieux gérer leur service et pas uniquement de gérer l'information voyageur. Île-de-France Mobilité, donc l'opérateur, enfin l'autorité organisatrice de la mobilité en région Île-de-France, utilise le NetEx. Et pourtant, derrière, elle va fournir et exporter à la fois du GTFS. Donc, c'est pas forcément le même usage. Il faut pas opposer les deux sont complémentaires. Par contre, effectivement, quand il s'agit de modéliser une offre de transport, si on veut vraiment être puriste et modéliser à 100% l'offre de transport, on ne pourra pas le faire, en tout cas pas aujourd'hui, avec le GTFS. Notamment tout ce qui est accessibilité et gamme tarifaire. Gamme tarifaire accessibilité, sur le GTFS, on est assez restreint aujourd'hui, alors que sur le NetEx, on peut dire si la rampe elle fait 8% ou 5% pour descendre du bus, combien elle fait de mètres et de largeur, etc. Des choses qu'on ne peut pas forcément modéliser. Mais disons que pour l'information voyageur, le GTFS répond probablement à 95% des besoins, et le 5% restant, si on veut aller les chercher, encore faut-il que la donnée soit existante. Et si on veut aller les chercher, il va falloir aller peut-être sur le NetEx. Tu vois. Donc c'est ça un peu la différence, mais vraiment les deux sont pas opposés, les deux sont complémentaires. Et nous, ce qu'on pense au PAN, c'est que à long terme, on aimerait que les données soient toutes produites au format riche NetEx, et derrière qu'il y ait un export GTFS pour les besoins d'information voyageurs, parce que le format GTFS a des avantages en termes de taille de fichier, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile à manier, et ça répond à beaucoup d'usages très simples que le NetEx est peut-être un peu moins accessible, entre guillemets, disons, aux commun des mortels. Donc nous, on vise plutôt derrière d'avoir ce schéma NetEx vers GTFS, vers les applications d'information voyageurs. Ok. Pour finir sur ce sujet, deux questions. La première, c'est est-ce que toutes les données de transport, c'est des données publiques? Ou est-ce qu'il y a encore des données qui sont privées et qui ne sont pas publiées ou qui ne peuvent pas être publiées? Est-ce qu'il y a des données qui sont payantes aussi? Bonne question. Quand j'ai vu cette trame, je me suis dit que cette question, j'allais pas forcément avoir toutes les réponses. Elles sont évidemment pas toutes publiques. Celles qui sont considérées, enfin celles qui sont listées dans la réglementation, évidemment, elles ont vocation à être publiques et elles le sont de plus en plus. Mais pour des questions de secret professionnel et de concurrence entre opérateurs, il y a encore des données qui sont malheureusement pas forcément ouvertes. Je pense notamment, par exemple, tout ce qui est aux données de réaliser, on appelle, donc pas de données d'offre, donc la fréquentation, combien de bus montent à tel arrêt, à telle heure. Ça, c'est quelque chose, c'est une donnée qui n'est pas forcément partagée par l'opérateur historique. Par exemple, l'opérateur qui opère les bus à Bordeaux, ben, demain, il y a un appel d'offres, il y a un opérateur entrant qui veut arriver pour gagner le marché, mais il n'aura pas forcément accès à ces données-là. Et la vocation, c'est d'ouvrir ces données au maximum. Donc, il y a des projets là-dessus, notamment le projet OPRA, mais je connais pas encore bien là-dessus. L'idée, c'est d'ouvrir le plus ces données-là, mais effectivement, encore aujourd'hui, ces données-là ne sont pas forcément publiques. Et du coup, si on veut y avoir accès, on va devoir payer. L'AOM, elle y a accès, elle? Oui, ah bah, l'AOM, elle paie pour ça, donc elle y a accès. L'AOM, elle pourrait très bien mettre dans ses appels d'offres que ces données elles soient publiques. Ou alors c'est qu'elle ne veut pas le faire pour certaines raisons particulières. Non, mais enfin, du coup, je suis pas un expert des appels d'offres, Ok. donc là-dessus, je vais pas dire de bêtises. Mais je pense peut-être potentiellement que les opérateurs qui n'auront peut-être pas forcément toutes les données à la haut, il y a certains qui arrivent à garder parce que c'est leur secret professionnel et c'est leur intérêt. Donc, effectivement, là-dessus, il y a toujours des cas. Par contre, sur le PAN, on retrouve que des données gratuites. On n'a pas de données payantes sur le PAN. On est vraiment sur le PAN data. Si après, pour les données payantes ou un peu plus à caractère confidentiel, j'en profite pour faire pareil, pour s'il y a des lecteurs
l'auditoire veut te renseigner. Il y a le projet EONAX. D'ailleurs, ça pourrait potentiellement être un sujet pour tes prochains podcasts. Il est dans ma liste aussi. Il est dans ta liste. Bon, ben voilà, Mélanie Vessier qui a rejoint EONAX, tu pourras l'appeler si tu veux, par exemple, qui est ex des JTM. Pour tout lui donner un petit peu un caractère restreint et confidentiel, on peut ce qu'on appelle créer un data space où on peut avoir un échange de données privé entre acteurs et industrie sans que ça passe en open data précisément. Et ça peut être le cas pour des données sensibles, de sécurité, à caractère commercial, etc. Donc là-dessus, c'est un peu le complément du PAN version confidentielle. Ok. Ce que j'aimerais qu'on discute, c'est quelques exemples concrets, parce qu'on a parlé du fait que le but ultime, c'était que la donnée soit disponible, que les réutilisateurs s'en emparent et que donc ça améliore le système pour que il y ait du report modal et qu'en gros, à la fin du fin, on fasse baisser la consommation, enfin le CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère. Est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner? Alors ça peut être dans ton expérience chez Google Maps ou des exemples de réutilisateurs et de l'intérêt du PAN en fait pour eux et donc in fine pour les utilisateurs, l'utilisateur final des transports. Les exemples les plus marquants, c'est ceux qui vont avoir le plus d'impact pour les Français. Et donc souvent, on parle des gros opérateurs d'applications multimodales, donc Google, Apple et Co. On a évidemment des cas d'usage beaucoup plus locaux, à un impact plus restreint. Mais donc si on parle de ceux qui ont le plus d'impact, et notamment par exemple Google Maps, moi j'étais chez eux avant pendant 4 ans. Là-dessus, c'est très clair. Avant que le PAN existe, un opérateur comme Google Maps en France en 2018 devait potentiellement, je pense à ce moment-là, référencer peut-être maximum une dizaine de villes en France. C'est-à-dire que tu avais 10 villes en France où quand tu faisais un itinéraire de la gare à la mairie, par exemple, tu allais dans l'onglet transport en commun, il te disait il n'y a pas, il faut marcher, prends le taxi. Pourquoi? Parce qu'un opérateur comme Google qui est mondial et global, il n'avait pas les ressources nécessaires et potentiellement à ce moment-là n'y voyait pas la valeur ajoutée d'aller dédier de l'énergie pour aller contacter un par un tous les opérateurs de transport. Imagine demain Google veut référencer tous les transports en commun de tout le monde entier, par exemple de la France. S'il faut aller contacter un par un tous les opérateurs de transport en France, il faut staffer une équipe et une équipe de beaucoup de personnes et mettre beaucoup de moyens en face de ça. Ce qui n'était pas la priorité de Google en 2018. Donc, il n'y avait pas de données. Donc, concrètement, ça veut dire quoi dans l'impact des Français? C'est que un habitant de Clermont-Ferrand, en 2018, il était chez lui, il voulait aller à la gare pour après aller à Paris. En fait, il voyait qu'il n'y avait pas de bus. Alors que le bus, il existait. Mais s'il n'était pas au courant de ça, potentiellement qu'il ne le prenait pas et qu'il allait prendre sa voiture. Avec l'arrivée du PAN, des acteurs comme Google et d'autres ont changé leur approche. Parce que du coup, plutôt que d'aller parler individuellement à chaque opérateur, ils ont un seul interlocuteur qui est le PAN, qui fait le travail d'agrégation pour eux. Et en échange, ils peuvent intégrer très facilement beaucoup de données. C'était mon boulot avant, donc ça, je peux en parler. Donc, en l'espace de 4 ans, passer d'une dizaine de villes à plus de 130, 140 réseaux, maintenant même beaucoup plus, de réseaux disponibles dans les villes en France. Et un cas d'usage concret, c'est quand je suis arrivé en 2020, à Lyon, il n'y avait rien sur Maps. Alors que Lyon, on parle de Lyon quand même. Il n'y avait rien. Donc, il te disait, tu vas aller de Fourvière à la gare, il te disait marche ou prends ton vélo. Maintenant, il y a les horaires de transport en commun. Et moi, je voyais le nombre de requêtes. Le nombre de requêtes par semaine sur Google Maps à Lyon, c'est en millions. Donc, tu peux largement derrière voir l'impact que ça peut avoir sur les Français. Tu te dis, en fait, sur les millions de requêtes, peut-être que j'ai réussi à convertir 1% qui ont finalement pris le bus plutôt que leur voiture. Tu vois. Mais 1% de 1 million chaque semaine, à l'échelle de la France, ça fait beaucoup. Donc, c'est un impact très concret de ce qu'a peut apporter le PAN à grande échelle. Et après, à petite échelle, et c'est moins B2C, mais ça l'est in fine, c'est là que c'est dur de montrer notre impact, c'est que plein de TPE, PME ont pu, grâce à nos données, faire des analyses et vendre des services annexes aux collectivités. Par exemple, pour leur dire, regardez combien il y a de lignes de bus sur votre territoire, à quelle heure ils passent, on pourrait peut-être l'optimiser et mettre plus de bus ici et moins ici, etc., etc. Et donc après, ces services-là sont fournis aux collectivités. La collectivité derrière va pouvoir changer son service, mettre plus de bus là, moins de bus ici, et donc, in fine, améliorer
le confort et le service fourni à leurs citoyens. Donc, ouais, ces deux exemples. Le plus marquant, c'est évidemment quand on prend des créateurs comme Google Maps, on voit direct l'impact. Moi, quand j'étais chez eux et que je bossais un mois sur les données de Clermont-Ferrand, que je lançais Clermont-Ferrand sur Google et que je voyais qu'en l'espace d'une semaine, j'avais 600 000 requêtes. Bon, le chiffre, un chiffre random, mais c'est un peu ces ordres de grandeur là. 600 000 requêtes en une semaine à Clermont-Ferrand. Mais je me disais, ok, en fait, j'ai 600 000 personnes qui ont fait un trajet, qui ont fait une simulation de trajet en transport en commun à Clermont-Ferrand. Avant, elles n'avaient rien. Bon, ben, peut-être que sur les 600 000, j'en ai informé peut-être un dixième que maintenant, elles sont au courant qu'il y a le bus 4 qui passe à l'arrêt en bas de chez elles et elles peuvent prendre leur bus, quoi. Voilà, donc ça, c'est un exemple concret de ce qu'a pu changer le PAN en termes d'accès à l'information voyage. La question que je me pose qui est un peu complémentaire à ça, c'est, est-ce qu'il y a des producteurs qui prennent trop de temps pour déposer leurs données ou qui veulent pas déposer leurs données? Et dans quel cas, dans ce cas-là, donc tu disais que vous passez en gros le dossier à l'ART qui ensuite derrière peut faire des choses. Je me demandais qu'est-ce qui pouvait être fait de manière concrète pour obliger un producteur à partager ses données et surtout à partager des données de qualité. Parce que finalement, s'il partage des données mais qu'elles sont pas de qualité, même si toi tu veux qu'elles soient de qualité, bah finalement l'impact il est moindre. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est là que réside la complexité de notre travail, c'est que on n'est pas producteur. Ouais. Donc, on a beau faire les efforts du monde, si en face de nous ça répond pas, ça répond pas, hein. Moi, j'ai des cas encore aujourd'hui où j'ai des producteurs qui répondent pas depuis 6 mois, bah, en fait, on peut pas avancer, quoi. Et dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que derrière, effectivement, quand un producteur ne collabore pas, alors ça peut être volontaire ou parce qu'il n'a pas de ressources, hein, ce n'est pas que de la mauvaise volonté, hein, loin de là. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est surtout, bah, en fait, j'ai pas le temps, j'ai pas de ressources, donc lâchez-moi la grappe avec vos histoires de données, moi je fais rouler mes bus et basta. Mais dans ces cas-là, on transfère le dossier effectivement à l'ART et qui va envoyer des courriers de rappel. Donc elle va envoyer un courrier, va attendre 6 mois, elle va envoyer un second courrier. Et donc c'est du temps long, hein, effectivement. In fine, après quelques relances, je ne saurais pas te dire les règles précises parce que je ne travaille pas à l'ART, mais après quelques relances, la menace, c'est que derrière, il y a une amende. Je sais pas, je saurais pas te dire s'il y a déjà eu un cas où on est arrivé jusqu'à l'amende, mais souvent les courriers de relance suffisent et permettent de débloquer la situation. Et même, je te dirais même que souvent, on n'a pas besoin d'en arriver là. Et notre travail de support et de l'écosystème permet de débloquer les choses. Il y a toujours des récalcitrants, mais la plupart du temps, ça suffit. Il y a aussi ce qu'on a mis en place qui marche bien, c'est un peu une sorte de pression sociale publique. En fait, quand un producteur met une donnée, là je parle pour la qualité, je sais pas, j'ai Angoulême, j'ai rien contre eux, hein, c'est pas le cas, mais Angoulême m'envoie leurs données. Leurs données sont pourries, rien en faire. Eh ben, elles vont être publiées quand même. On va afficher un message, un rapport d'erreur qui va clairement afficher que les données sont pourries. On va les historiser, donc on va pouvoir voir que dans le temps, elles sont aussi pourries. Et derrière, il y aura une sorte de commentaire public où l'écosystème qui réutilise les données va pouvoir mettre en commentaire. Alors peut-être qu'Angoulême, quand il va voir que Tartampion, chercheur étudiant, dit que ça va pas, il va l'ignorer. Mais quand il va avoir un commentaire, deux commentaires, trois commentaires, cinq commentaires, et que c'est Google qui commande, que c'est Apple qui commande, mais à force, peut-être qu'il va se dire ah mais en fait ça vaut peut-être le coup que je me bouge et que je corrige. Donc il y a une sorte un peu d'affichage en public qui peut fonctionner. Évidemment, on n'est pas là pour afficher tous les mauvais joueurs, mais des fois ça fonctionne naturellement. En fait, on a un producteur qui envoie des mauvaises données, direct, on a trois personnes qui commentent, qui disent là ça va pas, et puis la semaine suivante ils corrigent. Ok. Ouais, c'est quelque chose que tu as, je pense, évoqué, mais on n'a pas creusé avant, c'est le rôle, la relation avec les réutilisateurs. Donc là, ce que je comprends, c'est que enfin, vous servez de point unique pour le réutilisateur pour commenter. Et donc, en fait, vous faites le pont avec le producteur. Donc, le réalisateur peut laisser des commentaires pour le producteur, enfin, pour les producteurs, alors qu'avant, il le ferait pas du tout, ou l'aurait peut-être fait, mais c'était des échanges de mails. Enfin, c'était pas forcément public, quoi. Exactement, ouais. Le but, c'est effectivement de fournir la plateforme pour les réalisateurs. Ils ont que nous comme plateforme, et donc pour eux, c'est facile de faire des retours. Ils le font sur la plateforme directement. Et derrière, soit le producteur joue le jeu et répond au réalisateur directement, soit des fois il ignore. Et dans ces cas-là, s'il ignore, nous, on surveille ça et on va pouvoir aller relancer nous-mêmes le producteur. Voilà, donc il y a les deux, effectivement, mais oui, on fait ce lien entre les deux
Et c'est souvent comme ça qu'on arrive à augmenter de manière incrémentale la qualité des données. C'est qu'au début, la donnée va pas être très bonne, et puis il va y avoir un retour. Et puis il y a Michel qui va dire que ça, c'est qu'il manque la ligne 3. Et puis il y a Cécile qui va dire que la ligne, elle n'est pas rouge, mais elle est rose. Et puis il y a un tel qui va dire ça. Et en fait, au fur et à mesure, dans le temps, les retours vont s'accumuler, et ces retours vont être intégrés par le producteur qui va derrière les repartager à tout l'écosystème, et on va créer un petit peu ce cercle vertueux de la valeur de l'open data en ayant ce partage et ces retours d'utilisation de chaque personne, plutôt que de le faire dans son coin. Je pense que tu l'as évoqué, un peu avant, mais donc on peut dire qu'il y a plus de réutilisateurs maintenant qu'il y a le PAN qu'avant? Alors, on peut dire qu'il y en a plus, et c'est certain. Malheureusement, on peut pas dire aujourd'hui encore combien. Et ça, c'est un sujet aussi qui est d'actualité. C'est un peu malheureusement l'inconvénient de l'open data au sens strict du terme comme on l'a aujourd'hui, c'est que on n'a pas une liste exhaustive de toutes les personnes qui viennent chez nous. Toi, demain, tu viens chez nous, tu télécharges les données de Clermont-Ferrand et tu repars. Moi, dans mon système, j'aurai plus un en téléchargement de la donnée de Clermont-Ferrand. Je ne saurais pas que c'est valide du projet podcast et qui veut en faire telle ou telle utilisation. Tu vois? Malheureusement, ça, je ne saurais pas. J'ai une vision assez large de qui vient chez nous, mais encore aujourd'hui, je ne connais pas toute l'étendue des personnes qui viennent chez moi, ce qui peut poser souci quand il s'agit de prouver notre utilité en interne, à quoi on sert, quel problème on résout et combien d'argent on a besoin pour résoudre ce problème-là. Vous encouragez les gens à vous enregistrer quelque part pour dire qu'ils l'utilisent? Comment ça se passe? Ouais, alors on fait pas des sondages, mais effectivement, on encourage les réutilisateurs à se déclarer en tant que créateur. Donc en fait, on a sur notre plateforme, on encourage les personnes à déclarer qu'ils sont réutilisateurs et ensuite on les encourage à déclarer leur réutilisation. Donc si tu vas sur Transport à Go, tu as un onglet réutilisation et tu peux voir un peu un exemple, un panorama de toutes les données, de tous les projets qui ont pu être menés grâce aux données disponibles sur le pad. Mais c'est pas tous les projets, c'est les projets pour lesquels les personnes ont bien voulu le déclarer. Donc effectivement, ça représente peut-être 10%, 5%, 15%, on ne sait pas, de l'étendue de ce qu'a pu. Après, c'est aussi la magie du truc, c'est qu'il y a toujours une part de mystère et on ne saura pas vraiment à 100% ce à quoi on sert. Pour finir sur ce sujet-là, il y a une question que j'avais pas notée, mais qui me vient quand on en discute, c'est, quels sont vos rapports avec les tu as parlé plusieurs fois de chercheurs. Quels sont vos rapports avec les chercheurs, avec les universités, enfin bref, avec les gens qui travaillent de manière, académique sur les données? Est-ce que vous avez des rapports? Est-ce que vous avez des projets avec eux? Est-ce que vous savez ce qu'ils font avec les données qu'ils consomment? Pas assez, non, pas assez. On n'a pas beaucoup de projets avec eux aujourd'hui. Historiquement, la cible du PAN, c'était vraiment les gros calculs itinéraires parce que c'était eux qui avaient été identifiés comme étant ceux avec lesquels on allait avoir le plus d'impact rapidement. Les efforts ont été tournés vers eux. Aujourd'hui, je pense qu'on a vocation à s'élargir et on a trois. Du coup, je change un peu la question, mais on a un peu trois personnages aujourd'hui de personnes qui viennent chez nous. On a les gros réutilisateurs, ceux qui sont experts des données de transport. Donc, ça va être soit Google, Apple, soit des cabinets d'études très spécialisés dans les transports en commun qui viennent chez nous. Ça, c'est un personnage qui est un peu le personnage historique du PAN, sur lequel on a beaucoup investi. Après, il y a un personnage qui, un peu entre les deux, c'est des personnages qui sont dans le monde des transports, mais qui sont pas experts de la donnée. Tu vois. Et là-dedans, par exemple, tu peux avoir des chercheurs ou des académiciens qui sont pas forcément experts de la donnée de transport GTFS, mais qui ont un projet de transport. Pour ce projet de transport-là, ils vont avoir besoin de manière épisodique de telle ou telle donnée de transport, et donc ils vont devoir s'intéresser à notre produit. Et nouvellement, et ça arrive de plus en plus, c'est intéressant, on a un troisième persona où on a des acteurs qui sont totalement en dehors du monde des transports, mais qui, pour des projets, des besoins très précis, vont vouloir intégrer de la donnée de transport. Typiquement, récemment, on a eu des agences immobilières. Une agence immobilière qui, en fait, qui sur son site met des maisons et appartements à vendre. Et en fait, pour les mettre en valeur, elle aimerait automatiser l'affichage des arrêts de transport en commun proches des biens qu'ils mettent en vente. Parce qu'on sait aujourd'hui que un bien qui est proche du transport public a plus de valeur, donc elle aurait aimé automatiser ça. Du coup, elle vient chez nous pour aller récupérer les arrêts de transport et les afficher sur sa cartographie en mettant la maison proche de l'arrêt 4, machin truc.
Voilà, mais ça, on a des choses comme ça qui évoluent. Sur les académiciens-chercheurs, historiquement, j'étais pas là au départ, mais moi, j'ai pas vraiment d'exemple précis avec lesquels, avec cette catégorie d'utilisateurs. D'accord. Dernier sujet que je voudrais évoquer, pareil, tu en as parlé un tout petit peu au début dans l'intro, c'est, l'avenir du PAN. Avant qu'on se quitte, je voudrais qu'on parle de l'avenir du PAN. Quel est ton sentiment? Où est-ce que vous en êtes arrivé à l'heure actuelle? Est-ce que vous êtes arrivé à un résultat qui est satisfaisant? On peut toujours faire mieux, mais est-ce que tu estimes que le résultat auquel, vous êtes arrivé en termes de production, qualité des données, c'est un résultat satisfaisant? Est-ce qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire? Puis après, c'est, bah, voilà, quels sont les défis, quoi? Qu'est-ce qui arrive devant? Les gros trucs, que ça soit en termes de données, en termes d'organisation, de financement? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors la réponse enfin, où est-ce qu'on en est aujourd'hui au PAN? La réponse, elle dépend vraiment du mode de transport dont on parle. Le PAN, historiquement, il a été dédié transport en commun. Donc aujourd'hui, transport en commun, on n'a pas «fini le jeu» entre guillemets, mais on est au niveau 90 sur 100, quoi. C'est-à-dire qu'on a cartographié la quasi-intégralité des données de transport en commun en France. Il y a encore du travail à faire sur la qualité et sur la réalisation. Je l'ai pas dit au départ, mais on a 3 verticales au PAN pour un peu analyser ce qu'on fait. C'est la quantité, la qualité et la réutilisation. Si on a des données qui sont de qualité et en quantité, derrière elles seront réutilisées. Pour le PAN, aujourd'hui on a beaucoup, pour les transports en commun, on a beaucoup de quantité, on a beaucoup de qualité, donc elles sont réutilisées. Mais on pourrait faire mieux en qualité. Par contre, pour les autres modes de transport, qui sont beaucoup plus émergents et beaucoup plus récents, on n'en est pas au même degré de maturité au PAN. Donc pourquoi? Parce que l'écosystème ne l'est pas non plus. Tu prends l'écosystème des trottinettes et des vélos en libre-service, jusqu'à il y a encore 1 an ou 2, le marché était c'est la jungle, si tu veux. C'est-à-dire que tu avais Lime, Dot, Tire, tout le monde arrive en même temps. Tous les 6 mois, il y en a un qui changeait, il y en a un qui coulait, l'autre qui se faisait racheter, machin, truc. Donc, forcément, quand l'écosystème est aussi peu mature, derrière, la donnée, elle va pas être mature non plus. Donc, sur ces modes-là un peu plus émergents, on n'en est pas encore au niveau final du jeu, quoi. Là-dessus, on est encore en train d'aller chercher des données. En VLS, il nous manque encore à peu près 20% des flux de 20-30% des flux de C'est vélos en quoi libre VLS? service. Pardon, vélos en libre service. Pardon. OK. C'est les réseaux type Vélib, etc. Ou les réseaux en free floating, Lime, Dot. Donc là-dessus, on n'a pas fini parce qu'il nous manque encore des données. C'est la même chose pour l'autopartage, pour le covoiturage. Et après, on a des modes encore plus nouveaux, encore plus récents, comme par exemple les bornes de recharge électriques. Les bornes de recharge, chaque jour en France, tu as peut-être des centaines de nouvelles bornes qui sont créées au Oui, public. je confirme, celle à côté de chez moi et vient d'être mise en service aujourd'hui même. Bon, et ben voilà. Et ben donc en fait, quand tu as ce degré de maturité-là, enfin d'évolution, c'est compliqué pour nous d'aller suivre, si tu veux, cette trend, quoi. Donc là-dessus, au niveau de ces modes-là, on a encore énormément à faire parce qu'il faut aller animer l'écosystème, il faut aller rencontrer tous les acteurs qui changent du jour au lendemain, il faut aller normaliser la donnée et ensuite il faut aller l'agréger. Parce que pour les bornes de recharge, pour le coup, on a aujourd'hui plus de 1800 producteurs différents. Donc on a plus de 1800 sources de données différentes. Et nous, on va agréger les 1800 sources pour en fournir un seul fichier qui va consolider toutes les bornes en un fichier, puisque ce que veut derrière le réalisateur, c'est un seul fichier. Donc, pour en revenir à ta question, les défis d'évolution, ils sont très différents selon le mode dont on parle. Donc aujourd'hui, on a encore énormément à faire sur les nouveaux modes et probablement que les nouveaux modes, ils vont encore changer et encore évoluer dans les prochaines années, donc on aura toujours énormément à faire là-dessus, c'est certain. Après, sur les évolutions à venir et les grands défis, pour moi, le plus grand défi, c'est de mieux connaître nos usages. En fait, c'est compliqué historiquement de faire évoluer un produit et de le légitimer en termes de financement à l'administration si tu n'es pas capable d'aller voir tes décideurs en leur disant concrètement à quoi tu sers, qui vient chez toi et pourquoi. Et malheureusement, moi, en tout cas, depuis que je suis arrivé, c'est un peu ce à quoi je me heurte. On me dit, bon, ben ok, on va te filer combien? On va te filer 1 million ou 1 million 2? Ok, et les 200 000 euros, ils serviront à quoi en plus? Tu vas aller voir qui en plus? Qui viendra chez toi, etc. Mais ça, c'est compliqué quand tu n'es pas capable de dire qui vient chez toi. Ou en tout cas, pas de manière
très lisible et très exhaustive. Donc il y a des enjeux derrière ça qu'on est en train de mettre en place. Et ensuite, il y a un autre enjeu qui est tout récent, et je pense qu'au moment où tu sortiras de ce podcast, on pourra en parler, donc il n'y a pas de souci. C'est qu'il y a un enjeu de consolidation des pannes en France. Il y a le panne multimodal, qui est celui dont on parle depuis le début, et il y a le panne routier. L'enjeu va être de faire fusionner ces deux pannes et de faire que Transport Data Gouv soit l'unique point d'accès national en France pour toutes les données de transport, routes comprises. Et donc, il va y avoir un enjeu pour le PAN de s'élargir aux données routières qui ne sont pas forcément les mêmes types de données, pas forcément les mêmes interlocuteurs. Donc là-dessus, on va devoir repartir entre guillemets un peu à zéro. Donc, il y a cet enjeu-là aussi qui est fort pour la suite. Et de pair avec ça, l'enjeu des financements, évidemment. Enfin, sans savoir qu'on est dans une actualité politique hyper instable, hyper complexe. Les financements publics sont évidemment pointés du doigt et analysés finement. Et donc, moi, depuis que je suis arrivé, on m'a déjà coupé du budget. Donc, il y a un fort enjeu d'aller convaincre les décideurs que l'argent public sera investi utilement dans le PAN à long terme. Et donc là-dessus, pour ça, on en revient au problème de qui vient chez nous, etc. Donc, on a ce fort enjeu de pérennisation financière du produit. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, on travaille un peu à vue. Moi, tu vois, j'ai toujours pas de budget pour 2026. Je sais pas si je vais avoir combien d'argent je vais avoir, si je vais devoir virer 2 personnes ou en recruter 2, si je vais pouvoir prioriser mon travail sur les IRVE, enfin sur les bandes de recharge ou pas. Tu vois, il y a plein de sujets qui sont en suspens et ça, c'est tous les 6 mois. Et du coup, c'est compliqué d'avoir une vision long terme quand ta vision court terme, elle est un peu floue. Donc, il y a des forts enjeux là-dessus aussi de pérennisation produit. Ok, on arrive à la fin de l'entretien. Je vais juste te laisser, avant qu'on se quitte, un mot de la fin. Est-ce que tu veux faire passer un message, même si tu viens d'en faire passer un intéressant juste avant, mais est-ce que tu as un message particulier à faire passer avant qu'on se quitte? Particulier, non. Je veux te remercier pour l'invitation. C'était hyper intéressant de pouvoir présenter ce qu'on faisait au PAN, qui est un produit que je trouve moi super intéressant et qui répond à un grand nombre de besoins et qui est pas forcément connu. Donc j'espère que ça pourra appeler d'autres initiatives. Si moi j'ai un mot de la fin, c'est que si les écouteurs ont des suggestions qui leur viennent à la suite de nos échanges et qui se disent mais en fait pourquoi le PAN fait pas ça? C'est débile, en fait il manque ça, ça et ça, je comprends pas. Ben moi je suis preneur d'avoir ces retours-là parce que nous on est un peu tête dans le guidon au quotidien et des fois d'avoir des retours un peu de personnes qui sont pas forcément initiées, ça fait du bien et des fois on a des idées qui tombent grâce à ça. Donc moi je suis preneur d'avoir ces retours-là de ton auditoire et encore merci d'avoir. Où est-ce qu'on vous contacte? La meilleure façon de nous contacter, c'est contact@transport.data.gouv.fr, adresse générique, mais qui est consultée par tous les membres de l'équipe, et j'y ai aussi accès. Donc en envoyant un mail à cette adresse-là, on vous répondra très rapidement et on sera disponible. On a aussi notre plateforme sur LinkedIn où on communique très régulièrement, donc la page publique transport.data.gouv.fr. Et enfin, on a une newsletter qui est mensuelle sur laquelle on communique de manière publique notre travail. C'est aussi une valeur importante du PAN, c'est que tout ce qu'on fait est public. Nos budgets sont publics, nos travaux sont publics, notre roadmap est public. Donc on partage tout de manière mensuelle là-dessus. Donc si vous voulez suivre nos évolutions, vous pouvez souscrire à la newsletter qui est accessible via la page d'accueil de transport.data.gouv.fr. Super. Eh ben, Maxime, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Pour les auditrices et les auditeurs, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire tourner cet épisode, à en parler autour de vous, à mettre des commentaires sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les informations dans le bas de page du site ou dans les notes de l'épisode sur votre plateforme de podcast. Podcast qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes. Donc voilà. Et puis, rendez-vous bientôt pour d'autres épisodes sur de l'open data. À bientôt à toutes et à tous. Maxime, merci beaucoup. Et puis au plaisir de te retrouver en vrai dans un événement. C'est loupé au Meetup Transport il y a quelques mois. Mais voilà. Le monde est petit, on se retrouvera sans souci. Merci Walid. À bientôt. À bientôt.